Où j'ai eu des clients milliardaires en patrimoine et j'ai des clients qui sont des entrepreneurs de la tech qui ont des boîtes qui valent cher, mais qui me mettent que 300 000 euros par exemple de placement. C'est dur d'accompagner des dirigeants du CAC 40. Bah, disons il faut être réactif, hein, C'est Louis Tanberger qui disait ça d'ailleurs, que c'est l'homme qui fait l'entreprise, surtout quand c'est des petites entreprises. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Alors oui, alors, très carrément, voilà, quand j'investis, je regarde vraiment principalement l'équipe. C'est quoi le conseil pour les entrepreneurs pour avoir une bonne allocation de capital? Non, alors déjà, Bah écoute, merci beaucoup Jérémy d'être présent aujourd'hui. bonjour Joe, enchanté, ravi d'être là également. Ouais, franchement, bah écoute, enfin vraiment ça me fait très plaisir parce que je sais à quel point tu as un emploi du temps chargé, tu as 1 million de choses à gérer, pourtant tu as été très réactif quand je t'ai demandé, donc écoute, c'est trop cool, je te remercie pour ça. On va aborder beaucoup de choses parce que tu as pas mal de casquettes, tu as une casquette d'investisseur, une casquette aussi de conseiller, et j'aimerais bien qu'on aborde ces 2 sujets-là, si ça te va? Avec plaisir. OK, trop cool. Est-ce que déjà peut-être tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de toi et ce que tu fais, qui tu es? Alors oui, donc je viens d'avoir 39 ans, donc j'ai 3 casquettes, on va dire. Je suis directeur et gérant de fortune au sein de la banque Autingre, donc j'accompagne essentiellement beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants dans la tech, voilà, pour tout ce qui est gestion de fortune, allocation d'actifs. Conseils notamment lorsqu'ils cèdent leur société, tout ce qui est allocation du patrimoine et stratégie financière et patrimoniale. Par ailleurs, à titre personnel, je suis business angel depuis une quinzaine d'années et donc j'ai investi dans une cinquantaine de startups diverses et variées dans tous les domaines. Et enfin, je fais pas mal de création de contenu sur LinkedIn. Certains me connaissent peut-être par rapport à ça, autour des sujets qui me passionnent, donc la tech et la finance. Ouais, c'est ça, aujourd'hui tu as 30 000 abonnés sur LinkedIn, c'est ça? Alors, presque 31 000 maintenant. OK. Bon, bah, trop cool. Est-ce que ça te va si on parle un petit peu de l'investissement dans les startups? Ça fait 15 ans que tu fais ça. C'est 50 entreprises investies, donc c'est assez impressionnant. Hem, Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire, comment ça marche? Ça a été quoi tes débuts et nous parler un petit peu de tout ça? Alors ouais, tout à fait. Alors, comment j'en suis venu investir dans les startups? En fait, moi, j'ai commencé à investir très tôt en bourse, donc vraiment, très tôt, vers 11 ans environ, OK. et j'ai acheté pas mal de valeurs tech. Je faisais toutes les introductions en bourse, c'était avant l'éclatement de la bulle internet, ce qui ne me rajeunit pas. Sur un compte titre des valeurs américaines ou, Sur un compte titre, ouais, bah, en gros, mon papa avait ouvert un compte titre et moi je mettais un peu, voilà, mon argent de poche, j'investissais pour des montants, 150 €, enfin vraiment des petits montants à C'est l'époque. génial. Et donc j'ai acheté, beaucoup d'actions, petit à petit. J'avais même acheté en 97 des actions Amazon, pas mal de valeurs tech globalement, pas mal de valeurs type Tencent, Alibaba aussi en Chine. Tu les as toujours toutes ces Non, valeurs-là? OK. bah, je les ai tous rachetés, revendus, 20 fois, j'aurais bien fait OK. de les garder, en fait. Je serais même pas là, je serais sur mon yacht. Donc non, non, j'ai fait, pas mal tourner les portefeuilles, sûrement trop d'ailleurs. Mais et c'est comme ça que, du coup, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la tech et de fil en aiguille, après, j'ai eu l'opportunité d'investir, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 18 ans, voilà mon 1er studio à Levallois et puis donc j'ai commencé à investir en start-up à peu près à 25 ans, un peu avant même je pense, au début via des amis d'amis qui, voilà, qui m'avaient parlé, de projets qui lançaient et puis, de fil en aiguille, je me suis passionné pour l'investissement start-up. La bourse, j'aime beaucoup, c'est très stimulant, mais c'est vrai que le côté, rencontre avec des entrepreneurs hyper dynamiques, hyper stimulants, le côté échange, le côté implication me plaît bien et donc j'ai petit à petit, bifurqué, une bonne partie des gains que j'avais réalisés en bourse, dans la start-up. Aujourd'hui, tu investis toujours en bourse? Et j'investis toujours en bourse, voilà, des montants beaucoup plus petits puisque j'ai pris beaucoup de mon argent de bourse pour le mettre dans les startups, ouais. OK, et ton premier investissement dans une start-up, c'était quoi? C'était un ami d'amis, c'est ça? Alors oui, c'était un ami d'amis. Alors mon tout premier investissement, je crois que c'était Sugar Price, OK. une boîte qui a disparu depuis, qui était un peu un ancêtre de Groupon, avant Groupon, quoi. D'accord, et comment ça s'est passé alors? Comment tu as rencontré cette personne? En fait, l'idée, c'est vraiment de par exemple, monsieur et madame tout le monde, s'ils veulent investir dans les startups, tu vois, comment, ce serait intéressant de savoir un petit peu ton parcours pour se dire: «Bon, bah, Mmh. est-ce que c'est possible de le faire?» Tu vois, quand on est un peu monsieur et madame tout le monde?
À l'époque, c'était un peu différent parce qu'il y avait pas, voilà, tout ce qui est, enfin, il y avait beaucoup moins, on recevait pas de dossiers par mail ou sur LinkedIn, où il y avait pas de plateforme de crowdfunding et cetera, Mmh. type Tipeee et cetera. Donc c'était vraiment moi, voilà, mes deux trois premiers investissements, c'était vraiment, par à la base un ami qui m'avait parlé d'un ami et après je crois que c'était cette personne-là qui avait créé cette boîte qui m'avait parlé d'un autre. Enfin, c'était vraiment, Du réseau, en c'était fait? vraiment du réseau. Bah, c'est Ouais, toujours quand même beaucoup de réseau, OK. mais maintenant, on peut avoir aussi du réseau, bah, notamment via LinkedIn ou des choses comme ça. Donc, je pense que maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile pour investir en startup et puis c'est beaucoup plus courant. À l'époque, il y a 15 ans, il y avait assez peu de monde qui investissait dans les startups. Mmh. Il y avait pas beaucoup de financement, c'était des toutes petites valorisations, et des montants de levée assez faibles. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, je pense, d'investir, heu, bah, c'est pas évident d'investir dans les bons dossiers, mais on peut facilement accéder à des dossiers, qui sont pas forcément incroyables. Mais voilà, si quelqu'un qui va investir en startup, il peut le faire. Par contre, pour avoir des bons dossiers, ça prend du temps, faut développer un réseau, faut connaître les bonnes personnes et moi, c'est beaucoup d'échanges, hein. J'échange beaucoup avec d'autres entrepreneurs, avec des investisseurs et j'investis souvent avec les mêmes personnes. On s'envoie souvent des dossiers, on se partage sur WhatsApp, «Ah, tu penses quoi?» Et quand plusieurs personnes, moi, j'ai un peu une règle, c'est que quand 2 personnes me parlent d'un même dossier, alors là, je commence à vraiment regarder le deck et et à accepter donc de faire une visio ou une rencontre. D'accord. En fait, tu vas avoir, une sorte de club un peu, enfin, on va dire, en C'est pas vraiment entre un potes, club, mais entre oui, c'est guillemets. un club un peu naturel et c'est vrai qu'on voit OK. toujours un peu les mêmes BA, c'est quand même souvent les mêmes personnes qu'on croise sur Captable, ouais. OK. Donc en fait, encore aujourd'hui, tes investissements dans les startups, c'est plutôt via le réseau? Ça reste toujours via le réseau, ouais. Je reçois Ouais. énormément de dossiers sur LinkedIn, par exemple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne les regarde en général pas, parce que, il y en a trop et puis c'est pas, enfin, à la limite, faut plus me les envoyer par mail sinon, plus adapté. Mais oui, c'est vraiment beaucoup de réseaux et c'est vrai qu'on voilà, on discute beaucoup Mmh. avec d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs de dossiers, et puis, voilà, souvent, enfin, assez souvent, on décide d'ailleurs d'investir soit pas du tout, soit ensemble, ouais. OK, Mmh. d'accord. Vous êtes tous dans le même bateau, en fait. Voilà, un peu ça. Et ce réseau-là, justement, comment tu fais pour le développer? L toi, tu l'as développé, aujourd'hui, tu as 39 ans? Voilà, bah, alors moi j'ai commencé à le développer assez tôt, mais sans vraiment chercher à me construire un réseau, hein. En fait, ça s'est Ouais, fait c'est naturellement, ça. j'ai toujours été assez curieux et bien aimé, rencontrer notamment des entrepreneurs et donc ça fait, 15 ans que je fais, quasiment tous les midis des déjeuners avec, soit des entrepreneurs, soit pas mal de monde dans le domaine de la tech ou de la finance. Donc c'est comme ça que j'ai développé mon réseau, pas mal par les déjeuners, et puis après, bah, je fais pas mal d'événements, pas mal de soirées autour de la tech. Mais voilà, c'est même pas encore maintenant d'ailleurs dans le but de développer un réseau, mais du coup, ça évidemment, ça Mmh. contribue, quand tu fais 200 déjeuners par an avec des gens dans l'écosystème. Au bout de 15 ans, t'en connais pas mal. Ouais, c'est clair. Et puis oui, c'est ça, le but premier, c'est pas de développer un réseau, c'est-à-dire, c'est plus de rencontrer des gens et puis, en fait, à travers des rencontres, Voilà, bah, les opportunités se créent, c'est ça? exactement, ouais, Ouais. tout à fait. Aujourd'hui, ou même au début, c'est combien un investissement dans une startup, tu vois? Alors mes premiers tickets que j'ai mis, ça devait être, peut-être 3 000 € ou 2 500 OK. €, c'est dans ces eaux-là, ouais. Et en fait, l'ami de ton ami cherchait juste à financer, il avait pas du tout de fonds et il voulait, Oui, alors je n'ai plus les chiffres en tête parce que ça commence à faire longtemps, mais je pense que c'était vraiment une petite levée, hein, peut-être 200 000 € ou d'accord, c'est, OK, rien à voir avec les levées de maintenant qui peuvent facilement atteindre, même pour un seed à 1 000 000 € ou, ouais, d'accord. Et aujourd'hui, combien tu mets, par exemple, pour un investissement dans une startup? et aujourd'hui, alors je suis en train de diminuer un petit peu mes tickets. J'étais pas mal entre 15 et 25, et là j'essaie de faire des tickets plutôt de 10 en gros. Et tu investis vraiment, à la phase de lancement, en fait, c'est ça? Ouais, j'investis vraiment en général, enfin très souvent au tout début, donc OK, ce qu'on appelle le pre-seed. ouais, Donc bon, ce qui est à la fois l'investissement le plus risqué et le plus rentable aussi, normalement, si ça marche bien en tout cas évidemment. Et oui, donc voilà, plutôt dans des sociétés qui ont une valorisation souvent entre 2 et 3 millions d'euros par exemple, ouais. Est-ce que
ce que toi t'apportes finalement, c'est que ton capital ou t'apportes aussi ton expertise et finalement le dirigeant, il va pouvoir t'envoyer des mails et avoir, je sais pas, ton expertise, ton réseau, des choses comme ça? Oui, bien sûr, j'apporte aussi mon réseau, donc je peux les aider pas mal, pour tout ce qui est, financement. Puis j'ai un gros réseau aussi dans tout ce qui est fonds et VC, Ouais. je peux leur remettre aussi leur faire pas mal de mise en relation pour avoir des clients, notamment, des clients, ça peut être d'autres startups, j'essaie de faire jouer aussi un peu les synergies quand je peux Mmh. entre les startups où j'ai investi et puis surtout, Ouais, voilà, bah, comme j'ai investi dans une cinquantaine de startups, quand ils ont des questions précises à poser sur des points précis, voilà, je peux les mettre en relation avec un autre fondateur qui a eu les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Ça, c'est assez utile pour eux. Et puis après, à force d'investir aussi dans les startups, je vois quand même souvent ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, je peux aussi donner des conseils par rapport à ma propre expérience. ouais, donc elle est là en fait. La valeur réelle de ce que tu apportes, elle est pas tant dans les 10 000 €, Oui, c'est sûr elle est plutôt sur que tout le reste. le reste joue aussi beaucoup, je pense. Ouais, Ouais. Mm. OK. OK, OK, OK. Et alors c'est quoi, si aujourd'hui sur les 50 entreprises ou les plus de 50 entreprises dans lesquelles tu as investi, il y en a combien, qui n'ont pas fonctionné, qui ont «échoué» entre guillemets et qui ne sont plus là aujourd'hui? Alors, il y en a 5 qui ont vraiment fait faillite, OK, disparu. Euh, Il y en a une qui est dans une situation un peu compliquée, mais j'espère qu'elle va s'en sortir. OK. Et voilà, et j'ai fait 5 exits. Donc, en gros, j'en ai 5 qui ont disparu, 5 qui sont sortis, et les autres, globalement, marchent plutôt bien, voire très bien. Et ton objectif de rentabilité, il est de combien? Alors, je ne me suis pas vraiment donné d'objectif de rentabilité. OK. Non, alors, globalement, quand on investit dans une startup, on espère faire au moins x3, je pense. Sinon, pas vraiment l'intérêt d'investir dans une startup. Heu, Fois 3 en combien de temps? En général, c'est plutôt sur au moins 5 ans, Mmh. je dirais entre 5 et 8 ans, ouais. Ouais, Après, voilà, évidemment, je me dis pas: «Je vais faire x3 quand j'investis dans une startup», je pense plutôt à faire au moins x10, hein, globalement. ouais, Je ouais, me ouais, dis, bien sûr. j'espère le au moins x10, OK. et puis parfois ça peut être plus, mais j'ai pas vraiment de stratégie de pur rendement. C'est pas comme en bourse, par exemple, où je vais plus me mettre des objectifs, chiffrés, Ouais. et peut-être que c'est plus simple d'ailleurs de gagner de l'argent en bourse qu'en startup, mais c'est beaucoup plus intéressant, je pense, d'investir en startup, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, entre la rentabilité et le côté, plus, passionnant, j'ai l'impression que ce qui te drive, c'est presque le côté intéressant de l'investissement dans les startups, quoi. Bah, il y a un Que c'est côté rencontre, hein, ouais, qui est hyper intéressant, qui peut aussi m'apporter, par exemple, des clients ou d'autres opportunités de business. Donc ça fait partie d'un tout. mmh, Et après, globalement, je pense que j'aurai quand même des meilleures rentabilités en startup encore qu'en bourse, mmh, sur le long terme, parce que ouais, il suffit qu'il y en ait une ou deux qui explosent et ça change pas mal la donne. Et c'est vrai qu'en bourse, bon, à part Nvidia, par exemple, récemment, ouais, c'est rare d'avoir des actions qui prennent 1000%, 2000%. c'est Ouais. clair. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est quoi ton plus gros échec en termes d'investissement dans une startup? Alors, en tant qu'investisseur, mon plus gros échec, en tout cas la boîte qui m'a le plus frustré, on va dire, j'avais investi dans une société qui s'appelait Mimo, qui a changé, qui avait pivoté, qui s'appelait après Feedback. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était, une application mobile, c'était déjà il y a quelques années, hein, c'était au moment du covid, donc il y a 4 ans, qui permettait, très facilement de faire un vidéocast, un interview, un vidéocast, depuis l'application. Ah Et oui, oui, c'est après, vrai, ouais. de le diffuser, Ouais, et du coup, ils étaient vraiment sur un super créneau, je pense. Et puis ouais, maintenant, quand on voit quand on voit tous les c'est clair. podcasts et les vidéocasts comme ils ont explosé, mais en gros, bah, les fondateurs qui étaient des jeunes entrepreneurs, primo-entrepreneurs, étaient top, mais ils se sont, en gros, il y en a un qui est parti, puis l'autre, voilà, ils se sont pas entendus, je pense, ou ils ont pas résisté à la pression, en tout cas. Mmh. Et du coup, la boîte a disparu alors que je pense qu'il tenait vraiment un truc, ouais. OK, ah oui, donc c'est une, À frustration, en la fait? base, il voulait faire un peu le LinkedIn, pour les jeunes, Ouais. et après ça avait pivoté dans le sens, voilà, pas mal de tout ce qui est, vidéocast et cetera, mais aussi beaucoup pour faire, des choses avec la marque employeur ou, Mmh. c'était un petit peu entre le côté, je fais un vidéocast hyper facilement et le côté, un peu LinkedIn des jeunes toujours. Et je pense qu'ils avaient un truc à faire, mais voilà, je pense qu'ils sont arrivés un peu trop tôt aussi peut-être, sur ces créneaux.
Et surtout, voilà, après, il y a pas eu une entente parfaite entre les associés. Ils n'avaient pas tous les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Ouais. Donc maintenant, je fais hyper attention quand j'investis à bien poser les questions pour voir que tous les cofondateurs sont alignés. Ouais. OK. Justement, ouais, ton erreur là-dedans, tu penses que ça a été de pas avoir assez bien cerné les fondateurs? Ouais, je pense, ouais. Alors, ils étaient bien, hein, ils étaient top, mais je pense que parmi les fondateurs, certains avaient des niveaux d'ambition beaucoup plus élevés que d'autres, par exemple. OK. Et maintenant, je pose toujours la question quand je souhaite investir dans une startup aux fondateurs, en gros, bah, quelle est votre vision? Comment Mmh. vous voyez dans 5 ans? Et par exemple, une fois, c'est drôle, il y avait donc 2 cofondateurs. Il y en a un, en gros, qui voulait faire une licorne et l'autre qui voulait faire une PME, quoi, rentable. Donc là, je me suis dit: «Ouh là, Ouais. entendez-vous les gars, je n'investis pas». Et ils sont devenus quoi ces 2 fondateurs, tu sais? Alors, Le oui, feedback? bah, je vais pas parler de leur vie, perso, mais il y en a un qui est dans le recrutement maintenant OK, et l'autre qui est en train de lancer une autre boîte et le troisième, j'ai perdu un peu contact. d'accord, OK. Et c'est quoi ta plus grosse fierté finalement, ta Mmh. réussite? Et alors ma plus grosse fierté, alors, heu, si on parle pas de fierté financière, mais plus de fierté d'investissement, de valeur et cetera. J'ai 2 boîtes que j'aime beaucoup, Moby Travel qui est dans le voyage, qui permet de faire voyager les handicapés et les personnes à mobilité réduite, qui avait été créé par Lucas à 19 ans, voilà, qui venait, je crois dans le Beaujolais, enfin d'une petite ville à côté de Lyon, donc qui avait vraiment aucun réseau. Et donc c'était un investissement que j'ai fait en plein Covid, donc dans le voyage, c'était pas idéal. Pendant 2 ans, effectivement, ils ont pas mal galéré, puis là, ça a bien explosé depuis quelques années. Donc maintenant, ils sont distribués par Leclerc, par Selectour, Waouh. donc ça cartonne pas mal. Donc ça, je suis fier, ça a contribué à pouvoir faire voyager pas mal de personnes Mmh. handicapées. Et Quit également, une application pour arrêter de fumer, qui a voilà, probablement permis de sauver des dizaines de milliers de vies, voire plus, parce qu'ils ont eu, je crois, 3 millions de clients déjà, donc plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à ça. Donc Quit. Et après, financièrement, j'ai eu un peu un coup de chance une fois. J'ai investi dans une startup qui s'est fait racheter par Match Group, donc ceux qui ont Tinder et Mythic, au bout de même pas un an, je crois, au bout de 9 mois. Donc, du coup, voilà, forcément, en termes de retour sur investissement par rapport au temps, c'était intéressant. C'était un retour sur investissement de combien? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des earn-out, etc., mais OK, c'était entre x4 et x5, je crois. incroyable, Ouais, ouais. ouais, OK, voilà, assez d'accord. rapidement. Bon, bah, super. Pour en revenir justement, à l'investissement dans les startups, comme tu as dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui des fintechs qui permettent, on va dire, qui rendent, pardon, vraiment accessible, l'investissement dans les startups pour, le particulier, lambda, monsieur et madame tout le monde, à partir de, je crois, 1 000 €, un truc comme ça. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que ça permet vraiment d'accéder aux meilleures opportunités de marché? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Alors, il y a du bien et du moins bien. Globalement, c'est bien parce que ça vulgarise un peu, enfin, ça démocratise un peu l'investissement en startup. Et voilà, les startups ont toujours besoin de lever des fonds, donc c'est une bonne chose. Après, moi, de ce que je vois, j'ai quand même l'impression que c'est pas forcément les meilleurs deals qui sont sur ces Mmh. plateformes. Heu, Ils ont très peu de deals SaaS, par exemple, en général, qui sont souvent les deals les plus recherchés par les VC notamment, parce que c'est très récurrent. Après, il y a différentes plateformes. Tudigo, voilà, m'a l'air assez sérieux. Là, ils font une opération sur, Allegria, une belle startup où j'ai investi, qui a été créée notamment par Francis Delon, qui était l'ancien fondateur de Ça.com. Déjà une OK. société, Ouais. bien établie avec, voilà, un gros chiffre d'affaires, rentable ou quasiment rentable, donc je pense que c'est un bon deal. Après, voilà, souvent c'est comme souvent j'ai l'impression des deals qui sont, un petit peu B2C, donc qui sont pas forcément évidents. Et après, il y a la question des frais qui se posent et c'est pour ça que, par exemple, un Blast Club, puisqu'on en parle aussi pas mal, voilà, moi, je recommanderais plutôt d'éviter, parce qu'il y a énormément de frais, entre 30 et 40 par an globalement, si on cumule tous les frais, adhésion et cetera. Et globalement, parfois, il y a un peu un risque de faire rêver un peu les petits investisseurs en leur promettant des très forts rendements. Heu et voilà, il faut évidemment, toutes ces plateformes précisent que c'est risqué, mais voilà, je pense que c'est bien de le faire avec des petits montants
Donc ça me gêne un peu quand il y a un côté adhésion à payer de quelques milliers d'euros. Parce qu'une fois qu'on a payé quelques milliers d'euros, ça nous entraîne un peu à Ouais, ouais, investir des ça montants plus s'engage. importants. Mmh. Et voilà. Pour quelqu'un qui a des gros patrimoines, un gros revenu, oui. Mais malheureusement, les cibles de ces plateformes ne sont pas forcément des personnes qui ont des très gros patrimoines. C'est plutôt des personnes qui n'ont pas un très bon réseau et qui ne peuvent pas accéder à des deals startups et qui sont un peu obligés de passer par ces plateformes. Ouais. Après, il y a par exemple, j'ai rencontré aussi récemment les fondateurs de Fondora, qui est une plateforme qui permet d'investir dans le private equity en démocratisant un peu l'accès au private equity. Et là, je trouve ça top parce que là, c'est d'investissement dans des fonds de private equity, donc c'est Mmh. qui eux-mêmes, pour certains, investissent dans les startups, mais ça peut être des fonds qui investissent souvent dans des sociétés plus matures à partir de tout petits montants. Et voilà, là, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. C'est un peu moins risqué qu'investir directement dans des plateformes de crowdfunding startup. Ouais. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce que peut faire l'investisseur particulier moyen qui n'a pas accès à ces réseaux? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il investisse pas du tout finalement dans le private equity, qu'il passe plutôt par des fonds, qu'il investisse, je sais pas, dans d'autres classes d'actifs? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le problème des fonds de private equity, c'est qu'en général, ils sont accessibles pour des montants quand même assez conséquents, Ouais, souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même assez souvent, même plus de 100 000 euros ou encore plus. Après, pour l'investissement en startup, bah, je pense qu'il faut essayer de se faire son propre réseau, mais effectivement, c'est pas toujours évident. Mais il y en a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc voilà, qui peut partager des dossiers d'investissement. Moi-même, je suis toujours content de partager des dossiers d'investissement quand on me demande. Hein. Donc voilà, si quelqu'un me demande c'est quoi tes coups de cœur en ce moment en startup, voilà, je pourrais lui envoyer le deck. Donc oui, globalement, je pense je vais que t'envoyer un message alors après. ça- globalement, je pense que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à un sujet, il peut réussir à être un peu introduit par quelqu'un dans des réseaux. Voilà, il va à certains événements. Enfin, il y a moyen de. Enfin, la barrière à l'entrée est assez dure pour avoir accès aux meilleurs dossiers. Mais pour avoir accès aux dossiers qui sont sur les plateformes de crowdfunding, je pense que c'est pas très compliqué en vrai et qu'ils peuvent même avoir accès à des meilleurs dossiers voilà, Mmh. en s'en donnant un petit peu la peine. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, ce qui est sur ces plateformes de crowdfunding, c'est, ce que personne n'a pris. En gros, Alors, c'est ça? c'est ce que beaucoup disent, on va pas se mentir, c'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que parfois, des sociétés qui ont du mal à lever, qui n'arrivent pas à trouver de VC ou de BA, ils vont aller sur ces plateformes. En fait, Mmh. aux États-Unis, par exemple, ce serait mal vu. D'ailleurs, ça existe assez peu. Ce serait mal vu à l'entrepreneur qui n'arrive pas à lever tout seul, en fait. Parce D'accord. que ça montre aussi que voilà, la personne est résiliente et bonne commercialement, en veut, a faim, etc. Et c'est vrai que moi, je préfère aussi qu'un entrepreneur qui ne passe pas par une plateforme, par exemple, pour investir, mais qui arrive à lever un peu d'argent tout seul. Après, moi, je peux l'aider, je peux lui prêter du monde, etc. Mais voilà, ça montre que il fait l'effort et il arrive à lever. Donc, ça montre quand même un truc en plus. Quoi. Aux États-Unis, il y a pas d'équivalent de ces fintechs-là? Alors, si, il y a des équivalents, mais c'est plus des AngelList, par exemple, où D'accord. c'est un petit peu différent. Et AngelList, pour le coup, ils ont accès à des super deals. C'est pas. C'est un peu. Bah, déjà, les Américains sont quand même mieux éduqués financièrement sur Mmh. tout ce qui est investissement et ont beaucoup plus l'habitude d'investir. Donc, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus quali, en tout cas, les dossiers qu'il peut y avoir aux US. Et tout de suite, des dossiers. Ça peut être des dossiers dans lesquels les fonds investissent, par exemple. OK. Et toi, ça t'intéresse pas d'aller directement voir les dossiers américains, peut-être pour aller chercher plus de rentabilité? Alors, moi, j'ai investi dans une startup aux US, hein, OK. mais qui a été lancée par un Français qui est le fils de Big Santé Lizarazu, Ah ouais? qui s'appelle Jim, et qui s'appelle donc la boîte s'appelle Fresh et OK. en gros, ils font des frigos connectés, voilà, qui distribuent de la nourriture, hyper healthy pour un peu remplacer les cantines parce qu'il y a pas de cantine aux US Mmh. et ils font ça à New York spécifiquement parce que les frais de livraison de tout ce qui est, Uber Eats, donc Grab aux États-Unis, Grab, sont hyper chers. C'est genre 15 juste les frais de livraison. Plus après, tu payes ta salade à 10 donc ça te revient en gros à au moins 25 pour commander ton repas. Mmh. Eux, je crois qu'ils doivent être, autour de 15 c'est des trucs maison, qui ont été faits, voilà, sains et cetera et ça marche bien, ouais. C'est le Frischti, américain, en fait.
Alors Frishti, c'est un peu différent, mais il y a une boîte, en France qui s'appelle Foodless, qui OK. fait un peu la même chose avec des frigos connectés, voilà, des frigos connectés. En fait, souvent, c'est même l'entreprise qui met à disposition ces frigos et qui paye donc les repas, en partie ou 100 des salariés. Pour les retenir et pour éviter tout bêtement qu'ils partent à acheter à manger parce qu'en plus à New York, c'est pas comme en France, il y a pas des boulangeries partout comme à Paris Mmh. et donc quand tu es au 50e étage, que tu descends, que tu vas t'acheter un truc à manger et que tu reviens, tu mets longtemps et comme les gens sont très bien payés à New York, Mmh. je pense que le modèle est encore mieux à New York qu'en France globalement parlant. Et on dit souvent que, plus une entreprise est petite, plus finalement quand on veut, «l'analyser» entre guillemets, analyser ses fondamentaux si on utilise les mêmes termes, hem, on doit principalement se concentrer sur le PDG. On dit que enfin c'est Louis Tanberger qui disait ça d'ailleurs, que c'est l'homme qui fait l'entreprise, surtout quand c'est des petites entreprises. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Alors, oui, alors très carrément, voilà, quand j'investis, je regarde vraiment principalement l'équipe, donc OK, les fondateurs, je regarde plusieurs ou voire le fondateur, mais c'est plutôt mieux quand il y a plusieurs fondateurs qui sont complémentaires OK. et oui, bah, en fait, on peut avoir un super produit, si l'équipe est pas bonne, il va pas émerger et par contre, on peut avoir une super équipe et un mauvais produit ou un produit qui, voilà, qui est pas mauvais, mais qui va pas forcément trouver son marché et voilà et la super équipe, elle va réussir à modifier le produit ou voire à pivoter. Moi, à peu près une entreprise sur 2 où j'investis, heu, ce qu'ils font n'a rien à voir avec, ce pourquoi j'investis. Parce qu'ils ont pivoté, souvent il y a un petit gain, mais voilà, le fait d'être agile, d'être intelligent, de pouvoir, modifier comme ça le parcours de la boîte, en pivotant, c'est hyper important et donc je pense que l'équipe est encore plus importante que le produit, ouais. Mmh, OK. Et ça te prend combien de temps aujourd'hui de gérer tes investissements? Parce qu'après on va parler de la partie un peu plus, ton «boulot» entre guillemets, du quotidien. Ouais, bien Mais sûr. gérer tes Mmh. investissements, c'est aussi un boulot, et ça te prend combien de temps de faire tout ça? Bah, je gérais mes investissements honnêtement assez peu, ouais, je suis dans, voilà, dans une dizaine de boards donc voilà, en général, c'est une réunion par trimestre, OK. et souvent en plus, je fais pas toujours parfois les boards durent 2 heures, je fais qu'1 heure, enfin voilà, Mmh. un peu en fonction de mes contraintes, de mes rendez-vous et cetera. Donc pas tant que ça. Après c'est ce qui prend du temps, c'est que, ouais, je suis beaucoup en contact sur WhatsApp avec les Mmh. fondateurs, je leur fais des mises en relation et cetera, mais souvent je fais ça le soir, à 11 heures et cetera et après, ce qui prend peut-être plus de temps, c'est de «chercher» entre guillemets, en tout cas de faire des calls et de discuter avec des fondateurs pour investir dans des nouvelles startups. Heu, mais voilà, moi je fais toujours des calls, de 30 minutes maximum, donc Mmh. assez rapide, et je me décide au bout de 30 minutes, en gros, si j'investis ou pas. Donc quand j'ai fait le call, parfois, j'ai déjà eu des échanges autour de cette boîte, mais après, ça va très vite, donc ça prend pas tant de temps que ça, beaucoup moins de temps, par exemple, que, mon autre activité de création de contenu LinkedIn voilà, qui prend quand même, peut-être une dizaine d'heures par semaine, Mmh. globalement, C'est Trouver vachement trouver chronophage. l'inspiration, faire le post, commenter, répondre aux messages et cetera, ça prend plus de temps encore que l'investissement en startup, ouais. Ouais, OK. OK, c'est intéressant et justement pour ton autre activité Ouais. qui est de conseiller des entrepreneurs sur leur allocation de capital, c'est quoi parce qu'on parle quand même de grosses fortunes, Mmh. c'est quoi les différences stratégiques qu'on va avoir avec, des plus petites fortunes, en termes d'allocation de capital? Alors j'ai pas que des entrepreneurs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans la tech, mais j'ai aussi, voilà, des gros dirigeants, pas mal dans la tech aussi, de boîtes comme, Apple, Amazon, Nvidia, par exemple, Mmh. ou voilà des CEO de grands groupes, CAC 40 et cetera. OK. Mais sinon, bah, il y a pas tellement les risques ne sont pas vraiment différents, c'est juste qu'ils sont forcément amplifiés puisqu'il y a plus de patrimoine, donc je pense qu'il faut encore plus diversifier. D'ailleurs, souvent, ces personnes-là sont souvent dans plusieurs banques, voire même pour certains, ils mandatent un family office pour les dispatcher dans plusieurs banques. Donc c'est vraiment vraiment la diversification qui est encore plus importante, et puis après, voilà, il peut y avoir des stratégies d'optimisation, notamment pour les entrepreneurs qui vont céder leur boîte. Il y a pas mal de choses à anticiper et à faire, ouais. C'est dur d'accompagner des dirigeants du CAC 40? Bah, disons qu'il faut être réactif, hein, mais pas plus qu'avec un entrepreneur globalement,
qui veut aussi beaucoup de réactivité. Moi, on en parlait un peu tout à l'heure, tu disais que je t'avais répondu hyper rapidement quand tu m'avais écrit. Ouais. Moi, je réponds à tous mes clients quasiment en instantané. Et j'en ai beaucoup qui m'écrivent sur WhatsApp, surtout dans la tech, où je réponds vraiment en général quasiment à la minute, quoi. Mmh. Sauf quand je suis en rendez-vous, évidemment, que je ne peux pas répondre. Et même quand ils m'appellent, voilà, même s'ils m'appellent le dimanche ou quand je suis en train de manger, je réponds quand même toujours rapidement parce que voilà, je me dis comme ça, c'est fait. Non, mais je confirme, moi qui ne suis même pas un dirigeant du CAC 40, tu es vraiment, je pense, la personne qui m'a répondu le plus rapidement pour, tu sais, pour ce podcast, donc j'imagine pas ce que c'est, pour tes clients. Et est-ce que les décisions que tu prends pour tes clients, c'est des décisions que tu prendrais pour toi, pour ton patrimoine? Alors, globalement, en fait, j'essaie de me mettre à leur place par rapport à leurs envies, à leurs besoins et cetera et là, je leur pro et donc je les conseille plus par rapport à eux. Parce que si c'était par rapport à moi, je suis très peu averse au risque, donc je fais des investissements très risqués. Donc voilà, moi j'aurais envie de leur mettre, beaucoup d'actions US, tech et cetera. Ouais, Et souvent, c'est pas complètement ce qu'on fait. Malheureusement d'ailleurs, parce que je pense que les rendements seraient encore meilleurs ouais. si on faisait vraiment comme moi, idéalement, je voudrais le faire. Mais, oui, j'essaie plutôt de vraiment m'adapter à chacun. OK, et tu as une liberté totale, justement en tant que directeur, tu as vraiment ta liberté totale de prendre les décisions ou tu dois faire valider ça peut-être, d'une Alors certaine non, en manière? fait, j'ai le choix entre, le plus souvent, je fais une allocation. Donc je dis: «On va mettre tant de d'actions, tant d'obligations, tant de structurés, tant de private equity» et cetera. Et ça, donc c'est des experts de chez nous, à Bancotin, qui vont gérer, des gestions sous mandat. Et après, j'ai aussi la possibilité, si le client le souhaite et que je suis d'accord, de gérer directement le portefeuille du client en achetant les actions, en faisant vraiment tout moi-même. Ouais, d'accord, Heu, réception, Ça, je le transmission. fais très rarement, parce que ça prend pas mal de temps, Mmh. et que moi, je suis souvent en rendez-vous, je suis pas toujours à mon bureau, donc je trouve que c'est pas idéal. Mais voilà, ça m'arrive, ouais, que si un client veut absolument que je le fasse, je le fais avec plaisir, hein. Pour des montants un peu conséquents ou pour des gros clients, hein. Mmh. C'est quoi c'est des patrimoines à combien que tu accompagnes? Entre combien et combien, si tu devais donner une fourchette? C'est hyper, disparate, on va dire, j'ai eu des clients, milliardaires en patrimoine, et j'ai des clients qui sont, des entrepreneurs de la tech, qui ont des boîtes qui valent cher, mais qui, me mettent que, 300 000 € par exemple, de placement, chez moi parce qu'ils n'ont pas encore fait de cash out, Mmh. mais ils ont des belles boîtes. Donc globalement, c'est vraiment hyper disparate, mais idéalement, voilà, il faut plutôt que ce soit des montants, supérieurs à 1 000 000 € de placement, on va dire chez moi, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Mais après, s'il y a des jeunes potentiels, qui ont des boîtes qui sont déjà bien valorisées, par exemple, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, moi je suis toujours, partant pour, voilà, commencer à les accompagner très tôt. Comme ça après ils pensent à créer des liens et ils pensent à moi quand ils vont leur boîte. Et il y a pas Et mal de choses à faire d'ailleurs, pour optimiser la vente d'une boîte OK. et ça, c'est un vrai sujet, quand on a une société, une start-up par exemple ou n'importe quelle boîte, heu, il faut vraiment penser à créer une holding et à apporter ses titres à la Mmh. holding. Parce que si on fait ça 3 ans avant la cession, on va avoir une imposition qui va être d'à peine 3 sur la plus-value. C'est incroyable. Donc c'est assez incroyable. C'est Mais la niche beaucoup copée, c'est ça? Oui, alors il y en a qui appellent ça la niche copée, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y en a assez peu qui le font et moi très souvent, cet entrepreneur m'appelle: «Ouais, Jérémy, on m'a parlé de toi, je signe la vente de ma boîte dans 1 mois» et je fais: «Bon Ouais, et du coup, tu as une holding?» Non». Bon, ouais. même dans ces cas-là, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'après on peut créer une holding, ça prend quand même à peu près 3 semaines, donc faut quand même avoir un petit peu de temps devant soi, et ça permet après de faire, du remploi avec l'article, voilà 150 BTR et ce qui permet d'avoir un sursis d'imposition. Donc c'est bien également. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire en tout cas, à mettre en Mmh. place en amont quand on voit une société, et c'est vrai que, bah, souvent je vois que les entrepreneurs notamment sont pas forcément hyper bien préparés à ça et ont pas suffisamment anticipé, et donc bah, vont payer plus d'impôts que s'ils avaient, Mmh. été voir leur banquier avant. Mais justement, en fait, ouais, c'est ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'entrepreneurs
beaucoup d'entrepreneurs sont très bons pour faire de l'argent. Il y en a beaucoup moins qui sont bons pour avoir une bonne allocation de capital. Si tu devais leur donner un conseil, toi, avec toutes les personnes que tu accompagnes ou toi-même avec les entreprises que tu possèdes, ce serait quoi le conseil pour les entrepreneurs pour avoir une bonne allocation de capital? Alors déjà, c'est assez vrai pour globalement beaucoup de personnes fortunées. C'est pas que les entrepreneurs, hein. Ouais. Souvent, voilà, les patrons de groupes, etc., de grands groupes, euh, je dirais même parfois c'est encore pire au niveau de la gestion de leur patrimoine. En gros, c'est les personnes qui ont très peu de temps, entrepreneurs ou Mm. cadres dirigeants, et souvent, soit ça ne les intéresse pas, soit ils n'ont pas le temps et ils ne le gèrent pas, quoi. Donc parfois, ils ont même de l'argent sur un compte pas placé D'accord. depuis très longtemps. J'ai vu toutes sortes de choses. Mais globalement, le conseil que je leur donnerais, c'est déjà de s'intéresser quand même un peu, de passer quand même un petit peu de temps à s'intéresser à la gestion de son patrimoine. Ça ne sert à rien de gagner des millions et des dizaines de millions si c'est pour après ne pas placer son argent. Le temps que ça va leur prendre de s'intéresser à leur patrimoine, ne serait-ce que pour aller chercher conseil, etc., c'est un temps qui est hyper rentable, puisque entre une personne, moi j'ai vu vraiment des énormes écarts entre justement des personnes qui s'intéressaient à la gestion de leur patrimoine, à même niveau de poste, qui avaient des fortunes 2, 3 fois supérieures au même profil qui ne va en gros pas faire grand-chose, quoi. Mm. Donc ça, c'est des personnes qui travaillent énormément et qui ne se rendent pas compte que passer quelques heures par mois sur la gestion de patrimoine, ça va beaucoup changer en termes de création de richesse. Donc ça, c'est un conseil. Et puis après, donc, diversifier et puis s'intéresser à pas mal de secteurs. Pas oublier globalement les US. Souvent, les Français ont tendance à avoir des gestions assez françaises européennes, alors que les marchés américains, depuis 15 ans, si on prend le S&P 500, moi j'ai fait un post LinkedIn dessus ce matin, le S&P 500, il a rapporté 3 fois plus que le Rostock 50 C'est fou. sur les 15 dernières années. Donc c'est énorme la différence de rendement, bien sûr tiré par la tech, mais pas que. Et donc avoir une gestion assez internationale, ça me paraît aussi important. Mm. Ok, tu as une anecdote un peu marquante peut-être à nous raconter sur tous les clients que tu as pu accompagner? Alors, anecdote marquante, oui, j'ai une anecdote qui résume pas mal de choses que j'ai déjà dit sur la diversification notamment. Je vais pas dire de nom. J'avais un client qui était comme ex Unibail, donc une grosse foncière. Et donc l'action avait beaucoup, beaucoup monté. Elle avait quasiment atteint les 200 euros. Et donc je lui conseillais de vendre ses titres. Donc il m'a dit, maintenant, vous connaissez un meilleur placement, un e-buy, coupon de, je sais plus, genre 8% par an, etc. Ça fait que monter. Donc je dis, ok, dans ce cas-là, si vous voulez conserver votre coupon, je vais vous mettre en place une couverture, donc avec un système un peu de put et de call, Mm. enfin un système qui permettait de faire que quand le titre baisse, il soit protégé contre la baisse. Donc Mm. ça avait un peu un coût comme une assurance, mais ça permettait de conserver le coupon, et finalement le coût de la couverture revenait beaucoup moins cher que le coupon qu'il percevait. Donc il pouvait se protéger un peu gratuitement contre la baisse du titre. Il m'a dit, ouais, non, n'importe quoi, de toute façon, ça peut que monter, etc. Et finalement, quelques années après, on est passé donc Alors, ils n'ont pas été aidés par tout ce qui est développement de Amazon, qui a fait pas mal de mal au retail. Et après, le coup de grâce, ça a été le Covid. Et en gros, l'action, elle est passée de 195 à 29 euros. Et j'étais frustré parce que voilà, j'avais vraiment essayé de dire à cette personne qui avait quasiment tout son argent en plus Ouais. sur un seul titre, de diversifier. Et bon, voilà, elle m'a pas écouté sur ce point, mais ça illustre bien que parfois, quand on travaille dans une société, on peut avoir un émotionnel qui fait qu'on ne se rend Mm. pas compte du monde qui change, du fait que maintenant les gens achètent plus, par exemple, en ligne. Et donc, déjà, il faut savoir écouter, je pense, globalement, les conseils des gens qui nous entourent, et puis se remettre en question, et surtout, quelle que soit la société dans laquelle on travaille, quelle que soit sa qualité, il peut toujours se passer un événement imprévisible, ce qu'on appelle un peu un signe noir en bourse. Mm. Et donc, c'est bien de diversifier, et voilà, ça n'a pas de sens d'avoir 80% de son patrimoine sur un titre, même si c'est un super titre, on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Waouh, incroyable. Mais tu as déjà raconté cette histoire à tes autres clients qui ne te croient pas ou pas? J'ai dû déjà la raconter justement pour leur dire qu'il Voilà. qu'il fallait diversifier, quoi.
Et tout à l'heure, tu as parlé d'éducation, de prendre quelques heures par mois pour au moins s'intéresser, s'éduquer, se former Ouais. à la gestion patrimoniale. Aujourd'hui, on a vraiment un monde, toi, ça fait 15 ans que tu investis, donc tu l'as vu, je pense, plus que beaucoup, ce monde qui change. On a des nouveaux courtiers qui permettent vraiment d'investir hyper facilement. On a l'essor de leaders d'opinion, dont tu fais partie, tu vois, qui diffusent vraiment du contenu gratuitement. Et on a l'éducation financière qui est accessible à tous. Est-ce que tu penses que le métier de conseiller en gestion de patrimoine a un avenir? Alors là, moi, ça fait même plutôt 26-27 ans Ah bah que oui, parce que tu j'investis as du coup, commencé, oui, c'est vrai. en bourse en tout cas. Ça fait 15 ans dans les startups, Ouais. bah, bonne question. C'est vrai que le monde évolue pas mal par rapport à ça. Je pense que les conseillers en gestion de patrimoine, s'ils veulent continuer à exister, ils ont vraiment intérêt à se spécialiser sur des niches, des marchés, puisque voilà, l'information devient de plus en plus accessible. Après, bon, faut faire le tri parmi notamment tous les influenceurs un peu financiers. Mmh. Il y a quand même beaucoup qui sont pas hyper sérieux Mmh. et souvent les personnes qui vous promettent la fortune Mmh. et qui vous font croire qu'ils seront multimillionnaires alors que voilà, ils vendent des formations. Voilà, s'ils étaient vraiment multimillionnaires, ils ne vendraient pas forcément des formations, je pense. Mais Oui, et le pire, c'est encore moins sur Instagram, en tout cas. le trading, tout ça, Voilà, le ouais, c'est clair. trading, Mmh. devenir riche en un mois, etc. Mmh. Mais, C'est clair. mais après, il y a aussi des bonnes choses, notamment sur YouTube. Mmh. Oui, bah, je pense ils peuvent encore bien sûr exister, mais qu'ils ont intérêt à se spécialiser pour être pointus sur certains domaines, puisque les gens sont quand même de plus en plus informés. Moi, je vois beaucoup aussi de jeunes entrepreneurs, pour prendre un peu le contre-pied de ce qu'on disait, qui sont quand même hyper bien informés sur le marché, qui font de l'immobilier de manière très pro. Mmh. Qui ont une vision assez entrepreneuriale de la gestion de leur patrimoine. Et ça, moi, j'aime beaucoup d'ailleurs, qui vont vraiment prendre le temps, justement, qui vont faire des fichiers Excel, qui vont un peu gérer leur patrimoine comme une boîte, enfin, comme ils gèrent leur boîte. Moi, c'est un peu ce que je fais aussi à titre personnel. Et ça, je pense que c'est effectivement important et que peut-être que les CGP seront moins utiles, euh, surtout qu'il y a eu pas mal de scandales entre guillemets. Voilà, enfin, globalement, les CGP prennent beaucoup de frais, souvent vont avoir tendance à, à proposer ou à essayer de vendre à des clients, à leurs clients, pas forcément les meilleurs placements pour eux, mais là, ils vont être le plus incentivés. Donc, Mmh. typiquement, des CPI où ils vont prendre quasiment 10% de frais pour eux. C'est-à-dire qu'un client qui investit 100 000 euros, le Mmh. CGP va gagner 10 000 euros. Voilà, on a vu ce qu'ont donné les CPI, ou voilà, qui vont essayer de vendre un Pinel Mmh. à Mulhouse ou à Clermont-Ferrand. Il y a eu pas mal d'abus. Après, voilà, il y a plein de CGP hyper sérieux, mais et voilà, certains CGP qui pensent plus à court terme à leur commission. Évidemment, ceux qui vont perdurer, c'est ceux qui se mettent vraiment à la place du client, quitte à avoir moins de commission, mais à travailler plus sur le long terme. Ouais. En fait, donc ce qui va rester, c'est, enfin, ce qu'il faut, c'est monter le niveau, tout simplement. Parce que le niveau de base, Voilà, d'après ce que je comprends, se c'est que tout le monde, spécialiser, être voilà. expert sur certaines niches, je sais Mmh. pas, les cryptos, private equity, et cetera, Ouais. plutôt que hyper généraliste où finalement les gens qui prennent le temps de s'éduquer, bon, ils n'atteindront pas le niveau d'un GP qui a fait normalement des études pour ça, Mmh. mais quand même, ils peuvent se rapprocher en passant un peu de temps, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, et cetera. OK, trop cool. Est-ce que tu as peut-être une ressource à partager, un livre, un podcast, quelque chose que tu consommes et que tu conseillerais peut-être à ceux qui regardent cet épisode? Ouais, alors, bah, moi, j'écoute beaucoup de podcasts autour de l'entrepreneuriat, notamment. J'écoute beaucoup Génération Do It Yourself de Mathieu Mmh. Stéphanie, que j'ai la chance de connaître un petit peu. Tech 45 de Sébastien Coinon, voilà, que je connais également. Beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. La Martagale, parfois, mais pas tant que ça, de Mathieu également, qui est plus sur la gestion patrimoniale. Ouais. Et après, en livre, alors je me rappelle pas forcément des titres, mais j'ai lu beaucoup de livres vraiment financiers sur l'analyse technique ou le livre, l'autobiographie, enfin le livre de Warren Buffett aussi Mmh. qui était intéressant. Et après, en développement personnel, mais qui parle aussi quand même pas mal d'entrepreneuriat et d'argent, Unlimited Power Mmh. de Tony Robbins. Ouais. J'avais beaucoup aimé parce que c'est vraiment hyper accessible et c'est assez simple à mettre en pratique. Ouais.
OK et peut-être, dernière question, qui est-ce que tu aimerais voir, dans ce podcast? Quel Alors, invité? bonne question, qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce podcast? Et ben, je vais citer une femme parce qu'il y en a pas assez dans les podcasts. Ouais, J'aime beaucoup Emmanuelle, la fondatrice d'Almé, qui est une marque de vêtements inclusive et responsable dans laquelle j'investis, qui marche super bien. Il y a Otium qui est rentré au capital, récemment. Elle a un parcours assez incroyable. Je crois que c'était une ancienne tradeuse à la BNP, voilà, qui est devenue entrepreneuse, dans la mode. Enfin, un parcours, assez atypique, donc ouais, je pense elle serait passionnante, ouais. OK, bah, écoute, je note ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jérémy? Alors, bah, assez simplement, sur LinkedIn, donc globalement, je suis aussi un peu sur Instagram, mais bon, je dirais vraiment plutôt LinkedIn, ouais. OK. Bon, bah, Jérémy Blackwell sur LinkedIn. Voilà. Très bien. Vraiment un énorme merci, pour être venu aujourd'hui, pour ta réactivité aussi, pour les Merci à messages. toi Joe pour Pour l'invitation. ouais, c'était trop cool.